De cette émission Tour de la transition qui reçoit à présent dans son second volet notre invité du jour. Il s'agit bien de l'honorable Boubacar Sidi Diallo, président de l'Union pour un mouvement populaire UMP, ancien député ici au Parlement de Guinée. Notre invité, avec lui, nous parlerons bien sûr de l'évolution de la transition guinéenne, bien sûr, dans tous ses aspects, parce que si nous avons le temps matériel, on aura abordé plusieurs questions avec notre invité du jour. Honorable, bonjour et merci de répondre à l'invitation de la radio et de la télévision parlementaire. Bonjour à vous, bonjour à vos auditeurs et à vos téléspectateurs. Très bien. Alors, je vous le disais en off tout à l'heure, vous rentrez de Télémélé. Télémélé, vous avez pris part à une manifestation de soutien aux actions du CNRD. Alors, est-ce qu'on peut avoir les raisons de votre participation à cette Koila, si manifestation? tu permets, avant cette question, s'il te plaît, je rappelle que il a siégé ici au niveau de l'hémicycle en tant que député. Et aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur le Conseil national de la transition, le Parlement guinéen en termes d'innovation? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de canaux de communication, par exemple, des rapprochements aux populations. Il y a la radio, il y a le Parlement TV également qui s'annonce. Et aujourd'hui, quel est votre regard sur le Parlement et qu'est-ce que ça vous fait d'être sur ce plateau du Parlement TV, une télé dédiée carrément à l'Assemblée nationale? Merci, merci encore une fois. C'est un sentiment de fierté. Vous savez que les œuvres ne tombent pas du ciel. Elles sont planifiées et elles sont exécutées. Ceux qui les planifient ont, auront, si vous voulez, la reconnaissance d'avoir initié, et ceux qui ont exécuté auront la gloire de la grande victoire. Aujourd'hui, je tire le chapeau pour mon frère Dansa, pour avoir non seulement participé à la planification, parce que ces instruments ont été réfléchis depuis la transition de 2010, à laquelle il faisait partie intégrante. Et après, il y a eu 2 législatures, et c'est maintenant à son aire qu'il a exécuté. Donc, je lui tire un chapeau parce que, vous savez, ça ne sert à rien de programmer des choses qu'on n'exécute pas. Ça ne sert à rien de dire de beaux discours sans les matérialiser. Oui. Donc, lorsqu'on joint l'acte à la parole ou la parole à l'acte, c'est quand même, ça mérite d'être dit et bien dit. Donc, félicitations à Monsieur le Président dans ça. Et il y a beaucoup de changements. Aujourd'hui, la maison qui abrite le Parlement est en train de changer de visage. Donc, ça redonne, disons, le blason d'or à cette institution. Vous savez qu'ailleurs, quand vous voyez là où abrite le Parlement, c'est tellement imposant que vous avez tout de suite du respect. C'est comme les palais de justice ailleurs. Ouais. Donc, mais si le palais de justice est logé dans la maison privée, donc ça ne donne pas cette allure. Donc, ici, au niveau du Parlement, il y a beaucoup d'avancées, non seulement en termes d'infrastructures, en termes d'instruments qui puissent vraiment bien porter ce qui se fait ici au niveau de la cible, qui est la population guinéenne, mais aussi en termes de contenu et de la méthode de réflexion sur la mise en place des instruments, des lois et autres là. Très Donc, bien. Ça c'est... Revenons à présent de la visite Maintenant, à présent, sur la visite de Télémélé. Alors, d'abord, je remercie toutes les populations de Télémélé qui ont bien voulu apporter leur soutien indéfectible à une personne qui est le président, le général Mamadi Doumbouya, mais à travers leur fils, qui est le ministre Djoueba, qui a initié la rencontre et qui a invité tous les fils et toutes les filles de Télémélé. Donc, je leur dis merci. Je dis également merci à M. Tcherno Ibrahim Ba, le directeur du Fonds spécial d'investissement, qui aussi a des mouvements de soutien au président de la République et qui s'est joint à son frère Djoué avec tous les autres mouvements. À Télémélé, j'ai été, pas en tant que président de parti politique, mais en tant que fondateur du mouvement Honneur et Fidélité. Ah oui. C'est un mouvement citoyen. Honneur et Fidélité. Okay. Vous avez vu, certains artistes étaient habillés aux couleurs de Honneur et Fidélité. Donc, j'y ai été à côté de mes frères de Télémélé pour non seulement rappeler tout ce que le général Mamadi Doumbouya et son équipe
ont apporté à la préfecture de Télémilé en 3 ans, ce qui était attendu depuis 1958, et également ce qu'ils veulent faire à l'instant et puis dans les prochaines années. Vous savez que Télémilé, c'est une préfecture qui est substantiellement dans les poumons de l'économie de la Guinée. Ouais. Télémilé donne à la Guinée 2 barrages hydroélectriques, Caleta et Soapeti, ce qui fait la fierté du développement énergétique du pays. Mais Télémilé ne bénéficie d'aucune lumière de ces 2 barrages. C'est un paradoxe. Oui, vraiment. Et il n'y a pas de route. C'est un paradoxe. Télémilé, c'est une ville qui fournit de la bauxite. Il y a beaucoup de compagnies minières qui exploitent le sol de cette préfecture-là. Aujourd'hui, la fierté du développement de nos mines, c'est d'abord l'extension et l'augmentation de la production de la bauxite, qui a quitté de 15 millions de tonnes par an à 100 millions de tonnes par an. Donc Télémilé, c'est une préfecture qui devait être récompensée à sa juste valeur. Tout à fait. Et le président s'y met à fond. Et d'ailleurs, le ministre de la Santé, en ce qui le concerne, a annoncé que le président a donné 4 centres de santé qui vont être inaugurés au mois de juin. Et le ministre de la Culture, M. Moussa Moïse, nous avait accompagnés lors du baptême du mouvement Honneur et Fidélité. Nous avons été, et ça a permis également, pour sa part, de donner et de réhabiliter l'orchestre national emblématique du Téléjazz. Téléjazz, oui. Très emblématique. Qui a fait ses lettres de noblesse. La remise se fera ici. Il n'écoute que Téléjazz dans sa voiture. Exactement. Effectivement, oui. Oui, bien sûr. Ah oui, donc, vous donnez raison à Moussa Moïse d'avoir réhabilité l'orchestre-là. Et les instruments seront reçus officiellement, je crois, le 16 de ce mois. Okay. Donc, la rencontre de Télémilé a été un moment extrêmement important qui, aujourd'hui, depuis la Révolution, n'avait pas connu une telle mobilisation. Bien. Alors, on va parler à présent, notamment de votre parti, l'Union pour un mouvement populaire, voilà, l'UMP. 2 questions en une. Premièrement, comment se porte votre parti politique? Et deuxième question, c'est vrai que vous êtes, on va dire, on peut vous qualifier de jeune génération politique par votre âge, mais par votre expérience quand même. Vous avez fait un peu de temps sur la scène politique. Vous pouvez donner votre réflexion sur les différents régimes que la Guinée a connus. Alors, quel est votre regard sur l'évolution de la transition dirigée par le général Mamadi Doumbouya? Bien. D'abord, c'est un sentiment de réconfort. Réconfort par rapport à ce qui a été dit, à ce qui se fait, à ce qui est projeté d'être fait. Vous savez, on a souvent embobiné les Guinéens dans des compréhensions très perverses, à dire que non, la politique, c'est l'art de mentir. Ah, la politique, il faut savoir mentir. Ouais. Ah non, en politique, il faut promettre. Donc, on a enlevé toutes les vertus dans ce qui est une vocation essentielle et très noble, la politique. La politique, c'est elle qui te permet d'obtenir la confiance du peuple et de travailler substantiellement pour son bien-être. Et donc, ici, nous, on a perverti ça. Quand vous voulez être à une position, vous mentez, vous promettez et vous ne réalisez pas. Après, vous partez derrière une communauté pour dire « Ah, si l'autre me combat, c'est parce que je suis noir ou parce que l'autre est jaune. » Et donc, ça a créé tellement de confusion que, regardez aujourd'hui, dans le mental même de certains hauts cadres de l'État, des gens qu'on qualifie d'intellectuels, ils ont la perception que dans l'arène politique, il y a une mouvance qui appuie, mais 100% et absolument la gouvernance, sans critique, sans suggestion, sans rien. Et il y a une opposition qui doit s'opposer à tout, sans management. Donc on a créé 2 fossés, 2 morceaux qui n'ont aucune possibilité de se rejoindre. Pourtant, ces 2 morceaux sont créés pour travailler essentiellement ensemble pour servir le même peuple. Alors si une mouvance pense qu'elle doit écraser l'opposition et que l'opposition doit écraser la mouvance, c'est déjà un débat perdu. Alors pour ce qui est de l'équipe de CNRD, quand ils sont venus, ils ont dit nous voulons faire la refondation ensemble. Nous voulons refonder de Yomou à Boulviné. Ce sont les termes du général quand il était colonel. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Quelques jours après sa prise du pouvoir, il invite toutes les structures socio-professionnelles au palais.
il a rencontré tous les Guinéens par corporation. Lors des consultations nationales. Lors des consultations nationales. Pour leur expliquer la même chose, sa vision et la main tendue. Et je dirais, souvent je le dis, le président, il y en a qui demandent l'implication des uns et des autres. Mais lui, il a quémandé l'implication des uns et des autres. Il a prié les gens. Quand il t'appelle, il dit, je voudrais qu'on fasse ça et ça. Et il le dit d'une façon tellement humble qu'il te met au centre de ses préoccupations. Et il te fait participer. Même le pouvoir qu'il a déchu, le parti qu'il a renversé, a pris la parole devant lui. Et on sait, en Afrique, lorsqu'il y a un coup d'État, le parti au pouvoir, il disparaît à l'instant. Ouais. Il y en a qui sont exilés, d'autres sont tués, d'autres sont cachés. Donc, vous n'avez plus... En fait, c'est totalement écarté. Ouais. Mais ils sont venus dans la salle. Ils ont pris la parole. Ils ont exprimé leur volonté. Et je me dis, même si le président ne voulait pas entendre ce qu'ils avaient à dire, mais il les a quand même donné la parole pour exprimer leur opinion. Ouais. Ça, c'est important. Ça devait quand même donner, si vous voulez, la couleur ou la saveur de la sauce qui devait être préparée. Il a dit, travaillons ensemble. Et les politiques, certains ont trahi. C'est-à-dire, en lieu et place de venir s'ajouter à eux pour refonder, ils ont envoyé des chronogrammes pour lui demander à quelle date il lui donnait de quitter. Donc ça a créé un fossé, ça a créé du buzz, et ils ont donné l'impression que la Guinée est un pays instable. Donc il y en a qui sont sortis dehors, ça a bavardé un peu partout, mais les militaires sont restés droits dans leurs bottes, et ceux qui les soutiennent sont venus renforcer cette dynamique. C'est pourquoi vous voyez dans toutes les villes l'effervescence pour dire nous soutenons les actions du gouvernement. Mais qu'est-ce qu'on soutient? Ce n'est pas le vent, ce n'est pas les promesses. Aujourd'hui, il y a des routes qui sont en train d'être faites. Des gens qui étaient complètement enclavés hier, dans la capitale, prenez à l'axe à Bambeto là-bas, il y en a qui ne pouvaient plus rentrer chez eux quand il pleut, même pour 5 minutes, parce que tout est inondé. Aujourd'hui, ils garent leurs véhicules sous leur maison. Et il est en train aujourd'hui d'épurer tout ce qui était, si vous voulez, des pesanteurs de gabégie, de dictature et de forte corruption dans l'administration. Il a créé une juridiction spéciale. Cette juridiction, elle va fonctionner. L'histoire retiendra que chaque homme sera coupable des actes qu'il a posés, en bien ou en mal. Si la justice fonctionne bien, c'est elle qui est coupable, qui est glorieuse. Si elle fonctionne mal, c'est elle qui est coupable. Le général ne peut pas... On ne peut pas mettre au dos du général les ratés d'une justice. Non. Parce qu'il l'a créé, il lui a donné des lois, il a mis, tout est clair sur papier. Alors il faut que chacun ait les tripes à assumer ses responsabilités conformément à la loi. Donc il a créé cette juridiction qui est en train de faire son travail. Il a dit, il s'est rendu compte que le premier régime nous a doté de 3000 bâtis publics. Vous savez, nous, quand on était tout petit, partout on partait dans une préfecture, parce que mon père était fonctionnaire, on logeait dans le logement officiel qui est dédié à lui. Mon père était inspecteur des impôts. Moi, je suis né à Cancan. À Cancan, au logement de l'inspecteur des impôts, c'est là où je suis né. Quand on est venu à Boké, c'est là où on a logé. Quand on était à Kindia, c'est là où on a logé. Dans chaque ville, tous les hauts cadres de la ville étaient logés par l'État. C'est ce qui faisait un patrimoine de 3000 bâtis publics. Et quand le général a pris le pouvoir, même ses ministres n'avaient pas de logement. Et quand il a posé la question, on lui dit, mais comment? Le bâti public n'a même pas 200 logements. Voilà l'idée qui a amené cette refondation, la refondation de ce secteur. Il dit récupérer tous les biens expoliés de l'État. Il en a fait un ministère. L'intitulé du ministère de l'Habitat, il y a et la récupération des biens expoliés de l'État. Alors, ils ont commencé à récupérer. Aujourd'hui, donc, de l'université jusqu'au pont 8, tout a été récupéré. Aujourd'hui, il y a une nouvelle cité ministérielle là. Et les efforts vont continuer. Regardez à Mamou, tout le domaine qui était dédié à la conserverie, c'était l'une des premières usines en Afrique. Tout a été vendu jusqu'au bâtiment de la conserverie. À Gawal, quand j'étais tout petit là-bas, il y avait une forêt classée devant notre maison. Il y avait des acacias, les mouvements pionniers se réunissaient là.
les préfets sont venus, ils ont tout découpé, ils ont vendu, il n'y a plus de forêt classée au centre-ville. Donc, on a hérité d'une sauvagerie et d'un braconnage criminel. Ouais. Donc, aujourd'hui, ils sont en train de refaire ça. Donc, au niveau de l'épurement des effectifs de la fonction publique, tous ceux qui devaient aller à la retraite ont été amenés à la retraite. Et pas que ça. Les pensions à la retraite ont été revalorisées. C'est là où je tire chapeau au général Aminata Diallo qui s'est battu pour faire de cette réforme et de la promesse du président une réalité. Il y avait des veuves qui prenaient des pensions de 200 000. 200 000, c'était misérable. 200 000, c'est $2 ouais. Pour un trimestre. Aujourd'hui, le minimum prend 1 million. Le SMIC, c'est à 500 000. Donc 2 fois le SMIC pour des retraités. C'est une avancée. On ne peut pas enrichir tout le monde en quelques secondes. Oui. Donc, et au niveau des effectifs des forces de défense et de sécurité, ils ont regardé tout ce qui devait faire prévaloir leur droit à la retraite. Ils sont partis à la retraite. Les réformes touchent jusqu'aux institutions politiques. Un parti politique qui va aux élections sans agrément, c'était de la sauvagerie totale, l'anarchie complète. Ouais. Le ministère en charge de réguler ce secteur ne savait pas il y avait combien de partis politiques, où les partis étaient, qu'est-ce que ces partis faisaient, quel est le contenu des messages que ces partis véhiculaient. Comment les ressources sont générées. Comment les ressources sont générées. Ouais. Parce qu'un parti politique, c'est avant tout un instrument d'État. Les gens pensent qu'un parti, c'est un bien privé. Non, c'est un instrument d'État parce que son rôle, c'est de participer à la formation, à l'information, à la sensibilisation et à l'émancipation du peuple qu'il veut diriger demain lorsqu'il aura le pouvoir. Tout à fait. Et ça, c'est un acte d'État. Ils ont tous les droits. Mais lorsque le contenu du discours est terroriste, comment vous pouvez laisser ces partis évoluer? Donc l'administration du territoire n'avait aucun contrôle. On ne sait pas combien de partis existaient. Et pire, le ministère en charge de ces partis politiques était dans la parfaite illégalité fonctionnelle. Comment? On a dans notre constitution la pluralité des opinions politiques. Ouais. Donc ça veut dire que on peut créer des partis politiques tant que c'est conforme à la loi, il n'y a pas une limitation. Et depuis un moment, le ministère a décidé de ne plus agréer les partis. C'est une violation du droit de la loi constitutionnelle. Et pire que ça, le ministère violait même les décisions de justice. Il y a eu des partis qui ont eu des agréments après des recours au niveau de la Cour suprême. La Cour ordonne au ministère de donner les agréments à ce parti. Et les ministères refusaient d'obtempérer aux injonctions d'une décision de justice. Alors que le président de la République, il jure de respecter et de faire respecter les décisions de justice, entre autres. Alors. Donc, honorable, sous l'empire de toutes ces actions que vous énumérez, il y a des voix qui s'élèvent aujourd'hui de plus en plus pour demander à ce que le général Mamadi Doumbouya soit candidat pour la prochaine présidentielle en Guinée. Vous qui êtes acteur politique et qui êtes un de ses soutiens, quelle lecture vous en faites? Bon, écoutez, la candidature d'une personne est personnelle. Le général Mamadi Doumbouya est le président de la République de Guinée, chef de l'État, chef suprême des armées. Ok? Il appartient à tous les Guinéens de la même façon et de la même teneur. Maintenant, ceux qui décident de l'accompagner vont se déclarer ouvertement. Ceux qui décident de s'opposer à une éventuelle candidature peuvent le faire, mais à quoi on doit s'opposer? Si on est un homme d'État, on ne doit s'opposer qu'à ceux qui s'opposent à la loi. Oui. On ne doit s'opposer qu'à ceux qui violent une loi ou une norme morale ou éthique. Mais si vous vous opposez à ce qui ne vous plaît pas, ça, ce sont vos sentiments personnels, ce sont vos desiderata. Moi, le président, c'est non seulement mon président, mais aussi c'est mon ami. C'est mon ami et c'est mon frère. Tant qu'il suit quelque chose pour laquelle je sais qu'il est utile, et c'est utile aux autres, je le soutiendrai à 200%. S'il dit qu'il est candidat aujourd'hui, je le soutiendrai à 200%.
Et je serai même son directeur de campagne s'il me désigne. Ah bon? Vous comprenez? Oui. Parce qu'à ce moment-là, la seule question que je me pose, est-ce que sa candidature viole une loi? C'est la seule question. Si elle viole une loi, je ne lui soutiendrai pas et je serai le premier à lui dire, Monsieur le Président, votre candidature viole une loi. Conformez-vous à la loi. Mais si elle est conforme à la loi, je le soutiendrai à 200%. Alors, il y a allez-y. aussi ces regards, hein, parce qu'aujourd'hui, on constate de plus en plus des acteurs politiques comme vous, hein, qui sont presque quasi présents dans toutes les manifestations de soutien au président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Alors, certains détracteurs diront que vous avez mis vos ambitions politiques dans un sac et l'enterré. Aujourd'hui, quel est votre regard sur ces discours qui pensent que ces politiques-là ne doivent pas soutenir ou être aux côtés de ces manifestations? Oui, vous savez, c'est parce que c'est des politiques alimentaires. Quand vous faites la politique, votre première mission, c'est de servir votre nation, de servir votre peuple. Mais lorsque vous mettez, vos intérêts dedans, vous avez raté votre mission. Si je dis, quand je serai président, je vais vous donner le courant, je vais vous donner l'eau, je vais construire, je vais consolider, je vais mettre des formations, je vais performer le système, je vais m'atteler à ce que la justice soit bien dite. Mais pendant ce temps, il y a un autre qui est président qui est en train de faire la même chose, mais qui a besoin de mon aide. Je dois le fatiguer pour l'empêcher d'avoir ce résultat et attendre que moi je sois président pour que les Guinéens bénéficient de ça, ou bien je dois l'aider afin que ce résultat-là soit à la portée des Guinéens. On devient une équipe. Mais si je veux être président à tout prix, alors je vais faire en sorte qu'aucun président ne donne un résultat pour que le peuple se retourne contre lui et que moi je vienne leur promettre, non, lui il n'a pas pu, mais moi je peux. Si c'est ce genre de politique, ils sont en droit de me critiquer. Mais si c'est ce qu'on dit, nous tous, aux Guinéens, alors celui qui ne ment pas au peuple doit être conforme à la position qui lui permet de faire ce qu'il a promis. On a dit aux Guinéens, on va se battre pour qu'il y ait la justice. Si Mamadi veut faire la justice, on doit l'aider. On ne doit pas le combattre. Sinon, on aura menti à notre peuple. Moi, j'ai des ambitions, je veux devenir président de la République. C'est clair, même le président Mamadi le sait. Mais je ne veux pas la lever pour être président ou l'empêcher de réaliser le développement de la Guinée parce que moi, j'ai des ambitions et je suis pressé. On va les aider. Ils vont faire les réformes qu'ils feront. Et comprenez une chose, le président Mamadi n'est pas Dieu. Il fera des erreurs. Et ce qui est important, c'est que les erreurs ne soient pas plus que ce qu'il a fait de correct. Comme acquis. Mais pour que cela soit, il faut que nous tous, nous venions l'aider. Les militaires ne sont pas formés essentiellement pour le pouvoir. Mais ils ont une qualité du pouvoir qui est indispensable à la bonne gestion du pouvoir. C'est l'ordre. Toute cette anarchie en Afrique, c'est par les pouvoirs civils. Et regardez tous les pays qui ont eu un développement à travers le monde. C'est des pays où les militaires ont dirigé. Vous comprenez? Toutes les monarchies européennes ont été dirigées par des conquérants, donc des militaires. Très bien. La France, elle est fière de son Napoléon. Il n'est pas civil. Elle est fière de son général de Gaulle. C'est un général, c'est un putschiste. Il a fait un coup d'État. Il a pris le contrôle. Aujourd'hui, la France est fière de lui. C'est le cas du Ghana également. Le Ghana qu'on cite comme modèle. Je vois des opposants, ils citent le Ghana, mais sans dire comment le Ghana est arrivé là. Ce n'est pas l'élection qui développe un pays. Après une élection, c'est fini là. Le jeu démocratique, il est terminé. Mais c'est le travail qui développe. Alors tout Guinéen qui est sur le chemin du travail, c'est notre devoir de l'accompagner. Oui, parlant justement d'élection, il y a aussi le projet de nouvelle constitution qui est désormais disponible. Quel regard portez-vous justement dans son volet innovation? Parce que ce projet a en son sein plusieurs innovations qui aujourd'hui suscitent assez d'intérêt auprès de l'opinion publique. Très bien. Encore une fois, je félicite les membres du CNT. Ils ont fait un travail remarquable. Et la première des choses, c'est d'abord de montrer aux Guinéens qu'on doit écouter.
C'est une pédagogie que le président Dansa a particulièrement réussi. Vous savez, les gens, ils parlent, quand ils critiquent, ils parlent de légitimité. Non, ils ne sont pas légitimes. Mais ils ne savent pas c'est quoi la légitimité. Ouais. Lorsque la majorité d'une corporation ou d'un peuple adhère à une idée, elle devient légitime. Tout à fait. C'est ce qui fait que les députés, puisqu'ils sont élus par les Guinéens, ils ont le droit d'écrire, de prendre des décisions qu'on appelle lois et qui s'appliquent à tout le monde et de façon impérative. Ouais. Mais lorsque ceux pour lesquels vous devez rédiger ces lois-là sont impliqués à la rédaction des lois, alors c'est que le travail il est bon. Parce que chacun s'y retrouve. Chacun s'y retrouve par corporation. Aujourd'hui, dans les innovations, on a le droit de pétition qui avait été consacré par le CNT de 2010. Mais la faiblesse de cette disposition, c'est qu'elle ne prévoyait pas les mécanismes par lesquels on devait exercer ce droit de pétition. Dire seulement que oui, tel existe, mais sans dire comment il doit fonctionner, ça c'est limite. Et aujourd'hui, avec le temps, avec le recul, je crois que le CNT de 2025 a compris qu'il fallait mettre du contenu dans l'explication de la pétition. Une pétition, ça permet à une majorité ou à une minorité de s'exprimer sur un point par rapport à sa corporation ou si c'est à une échelle nationale par rapport à la vie de la nation. Et c'est assorti de décisions contraignantes par une autorité qui est au-dessus. Comprenez? Alors, si le droit de pétition aujourd'hui, il y a une loi organique qui va déterminer les conditions, les formes et tout dans lesquelles ce droit est exercé, je crois que ça va nous permettre, aujourd'hui, lorsque des gens se prononcent au nom de tout le monde et qu'il y ait des failles dans ça, la seule façon de corriger les failles, c'est de faire agir la pétition. J'avais demandé ça par rapport au problème des recours en matière électorale. Tel que la loi guinéenne est faite, aucun parti politique ne peut faire un recours électoral et gagner le recours. Impossible. Je le dis, j'ai été praticien du droit, j'ai été législateur, j'ai étudié le droit, je suis acteur politique, je subis aussi, mais tel que c'est fait, personne ne peut faire un recours et le gagner. Parce que le juge qui est dans son bureau n'était pas au lieu des faits. Quand la CENI, qui a déjà une préemption de vérité, parce que c'est une institution d'État qui est chargée d'établir la liste électorale, d'organiser les élections et de proclamer les résultats provisoires. Donc lorsqu'elle le fait, elle est supposée être correcte, de par la loi, parce que c'est son attribution. Quand vous voulez démentir ou faire mentir la CENI, il faut apporter des preuves. Mais ce n'est pas un discours qui va gagner le recours. Et quelle est la preuve qu'un politicien a quand il y a eu bourrage d'urne ici, quand il y a eu intimidation là, quand il y a eu fraude électorale ici? Avec de simples textes qu'on écrit sur des bouts de papier pour dire ici on m'a volé, là-bas on a intimidé les gens, ici on a fait ça. Que du verbiage, il n'y a aucun support matériel pour justifier ou apporter la preuve de ces dires. Comment le juge va dire que ce candidat-là, il a raison sur son recours? Oui, justement par rapport à cette question, il y a aussi la qualité de la personne qui est censée saisir la Cour constitutionnelle. Ça a évolué dans le projet de constitution, puisque tout citoyen a la qualité désormais de pouvoir saisir directement cette, on va dire, juridiction. Absolument. Vous qui êtes spécialiste en la matière, quelle lecture on peut en faire? Oui, et c'est normal parce qu'on avait en 2010 fait une avancée. Celle de donner la faculté à tout citoyen de déclarer l'inconstitutionnalité d'une disposition légale lorsqu'elle lui est appliquée ou elle est au point de lui être appliquée et qu'elle ne soit pas conforme à la Constitution. C'est ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité. Ça n'existait pas dans le droit guinéen. Mais on a constaté qu'il y a des dispositions qui sont dans les lois simples et qui violaient l'esprit de certaines dispositions des lois constitutionnelles.
Mais le juge, il vient, il te juge, il te condamne conformément à cette loi, alors que la Constitution te protège de ça. Oui. Et tu n'as aucune faculté de dire non, cette loi n'est pas conforme à la Constitution. On a inséré ça dedans. Donc si cette fois-ci, encore, ça évolue, on donne la faculté à tout citoyen de faire des recours devant cette juridiction, ça veut dire qu'aujourd'hui, des citoyens qui étaient brimés dans leurs droits et qui devaient passer par des institutions pour se faire rétablir, et que ce n'est pas l'affaire ou la priorité de ces institutions, étaient là à subir passivement une injustice. Donc si on lui rétablit dans ce droit, ça veut dire que l'esprit évolue. Ça veut dire que les gens sont partis et ils ont pris l'expérience de la pratique pour la mettre dans la légistique. Tout à fait. Et c'est extrêmement important. Alors, l'autre actualité, aujourd'hui, on le sait que le projet ou le programme Simandou passionne presque tous les Guinéens aujourd'hui. Qu'est-ce que Simandou vous inspire, Monsieur le Président? Alors, Simandou, je disais à un ministre, je ne dis pas son nom, je dis, dans Simandou, là, il faut qu'on m'explique très bien, que je comprenne. Mais ce que j'ai compris comme tout Guinéen, parce qu'après, au-delà, il faut que chaque Guinéen essaie de chercher à comprendre, parce qu'il s'agit de la Guinée et le Simandou, c'est un bien national. Ouais. Mais Simandou, c'est quoi? C'est, on fait terre à terre. C'est comme si vous venez, vous envoyez une masse d'argent, vous dites, ok, la famille est là, quels sont nos problèmes? On dit, celle-là a besoin de chaussures, ok, l'autre a besoin d'eau, ok, celui-là a besoin de médicaments, et on a tous besoin de la dépense commune pour manger, on a besoin aussi de remettre la maison, les besoins, les besoins, les besoins. Donc Simandou, c'est un projet qui nous permet d'exploiter nos richesses et de les redistribuer aux différents secteurs de développement. L'agriculture, l'industrie, les infrastructures, l'éducation, le tourisme, tous les secteurs de développement. Donc comprenez très bien, il s'agit de vendre l'un des minéraux les plus demandés sur le marché mondial. Et donc, ça veut dire qu'on a une denrée rare et très valeureuse et on a des besoins criards. Donc c'est l'adéquation entre le besoin et les moyens de sa satisfaction. C'est ça Simandou. Et pendant plus de 20 ans, les partenaires qui devaient nous aider à exploiter Simandou ont mis Simandou en jachère. Ça veut dire quoi? Ils ont bloqué le développement pour le lancement du projet parce que tout simplement, il y a des pays, des grosses multinationales qui ont investi dans l'extraction du fer dans d'autres pays, mais la teneur de ces fers-là est inférieure à la teneur du fer de Simandou. Donc si vous envoyez un produit de première qualité dans un marché, les produits de seconde qualité perdent en valeur et ils sont invendus. Donc ces pays ne voulaient pas que leurs minerais soient invendus. Mais sauf que l'exploitation de ces genres de minerais, ce n'est pas dans moins de 50 ans. Alors ils voulaient mettre la Guinée en jachère pendant 50 ans, 75 ans, 100 ans. Quand ces réserves sont épuisées dans ces pays, après on se rabat à la Guinée. Mais pendant ce temps, tous les Guinéens vont souffrir. Et ce régime, bien avant le régime de Alpha Condé, avait commencé à amorcer. Mais il y avait des cadres qui étaient partis se faire soudoyer et donc ils retardaient le processus. Et ils disaient, parce que le président Alpha Condé tenait, donc il lui faisait croire que ça avançait, mais en réalité rien n'avançait. Il a fallu l'arrivée du général Mamadi pour qu'ils comprennent que rien n'avance et qu'ils tapent sur la table et que ça avance. Aujourd'hui, les rails sont presque finis. À la fin de cette année, si Dieu le veut bien, on va commencer la première phase d'exploitation. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en phase de dire que très bientôt, Simandou va commencer à nourrir la Guinée. Très bien. Et à ce moment, ça restera deux contraintes. La première, c'est la bonne planification de la répartition des ressources dans les secteurs prioritaires de développement. La deuxième, c'est la bonne gestion des ressources distribuées, parce que le Guinéen, tant qu'il n'y a pas la contrainte, il est capable de tout voler. Tout à fait. Donc ça ne sert à rien de faire des discours est là pour ça. si ceux qui rentrent dans les caisses
va dans les poches. Heureusement que la CRIEF est là pour ça. Alors, merci beaucoup, honorable. Ce fut un grand plaisir, un grand honneur pour nous de vous recevoir. On espère bien qu'on vous aura dans d'autres numéros de cette émission autour de la transition. Ainsi prend fin donc ce premier numéro de la semaine qui a reçu dans son volet invité de l'émission honorable Boubacar Sidiki Diallo, président de l'Union pour un mouvement populaire UMP. Avec lui, nous avons parlé bien sûr de l'évolution. Et membre fondateur du mouvement Honneur et Fidélité. Honneur et Fidélité. HF. Très bien. On aura l'occasion d'ailleurs de parler, du mouvement uniquement. De ce mouvement. Ouais. Très bien, parce que très intéressant. Les échéances qui approchent, en tout cas, le nécessitent et voudraient bien qu'on parle de toutes ces initiatives citoyennes. Voilà, donc merci à toute l'équipe technique qui nous a permis de produire ce premier numéro de la semaine. Merci à nos chroniqueurs Bella Kamano, Mohamed Bari. On se retrouve, Inch'Allah, dans les prochains numéros de cette émission. Portez-vous bien. Au revoir.